Bonsoir à tous, merci d'être là. J'espère que vous n'avez pas trop bu, vu qu'on fait une conférence sur la sobriété. Alors, la blague, c'est fait. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Je vais vous présenter les 3 invités que j'ai l'honneur d'avoir à côté de moi. Alors, je suis une bonne élève, donc j'ai pris des notes, parce que c'est des gens qui ont fait plein de choses, donc je ne voudrais pas oublier, même si j'ai confiance en vous, vous pourrez rappeler mes oublis. Alors, tout de suite à ma droite, Agnès Crépé. Agnès Crépé, moi je la connais parce qu'elle est responsable à Fairphone, qui a fait des choses très très bien. Alors, j'ai noté, parce que je n'étais pas sûre de retenir, responsable de la longévité logicielle et de l'informatique chez Fairphone. Donc, je pense que tu développeras après, mais tu as cofondé Ninja Squad, qui promeut l'open source, qui publie des livres informatiques à prix libre, donc la libraire en moi t'aime. Tu es aussi... sans DRM. Sans DRM, je t'aime encore plus. Tu as aussi mis en place le Mixit, qui est un événement tech auquel on a participé en tant que visiteur. On n'a rien fait à l'April, mais on y est allé. Et tu es aussi dans le board de Duchesse France. Duchesse France qui visibilise les femmes techniques dans l'IT, des développeuses, des filles qui administrent des bases de données, etc. Je me permets juste de préciser tes longues notes, mais elle a raison, elle a une quantité de notes, j'ai halluciné. C'est bien préparé. Et cette fois-ci, je ne les ai pas perdues, contrairement à ce matin. Alors, à ta droite, Gaëlle Duval. Alors, Gaëlle, tu es dans la communauté libriste. Ah, j'ai dit le mot communauté, mais ce n'est pas ChatGPT qui me l'a doté. C'est juste que dans notre monde, communauté, c'est un mot qui revient très souvent. Alors, c'est la blague pour ceux qui étaient à la conférence précédente. Gaëlle, tu es celui qui a fait Mandrake Linux en 1998, qui est un système d'exploitation libre. Dernièrement, on entend beaucoup parler de toi à cause d'un autre système d'exploitation, mais cette fois-ci sur téléphone, qu'on prononce E, I, enfin bref, comme le pays le propose. J'ai hâte de voir comment ils le font en Italie. Dernièrement, on a aussi beaucoup parlé de toi parce que ton système d'exploitation, tu l'as appareillé avec un matériel Murena dont tu as le t-shirt sur toi. Et j'ai cru aussi entendre que tu étais musicien. Oui, enfin, j'ai plus beaucoup de temps en fait. Mais... On se demande pourquoi. Et donc à ta droite, Philippe Latombe. Alors Philippe Latombe, vous êtes député du Modem de Vendée depuis 2017. Vous avez été réélu en 2022. Moi, je vous connais parce que vous posez toutes les questions poil à gratter du gouvernement sur le numérique, dont une qui m'a fait super plaisir dernièrement sur un marché public du ministère de l'Éducation, sur pourquoi il faisait un marché public avec Oracle ou équivalent. Donc rien que pour ça, je vous remercie. Vous êtes aussi commissaire à la CNIL depuis 2022. Vous faites partie d'un collège de 18 personnes dont la mission est d'adopter des avis sur les projets de texte qui leur sont soumis par le gouvernement. J'ai oublié quelque chose. Ok. Alors, bon, je vais poser le téléphone parce qu'après les questions, je les connais. Donc on est là sur une conférence pour la sobriété énergétique. Et effectivement, j'aimerais qu'on m'explique naïvement en quoi le numérique n'est pas sobre. Et donc, je vais donner la parole à Agnès pour commencer. C'est moi qui donne les chiffres, là. Mais tu en as aussi. Hein. Toi, tu as les pompes, moi, je ne les ai pas. Alors oui, quelques chiffres pour celles et ceux qui ne connaissent pas forcément l'ampleur des dégâts autour du numérique. Donc, plusieurs rapports s'accordent à dire qu'au niveau mondial, c'est 3 à 4% des émissions de gaz à effet de serre. En France, c'est 2,5% de l'empreinte carbone, donc ça fait beaucoup. Il y en a qui comparent même ça au trafic aérien, c'est considéré comme plus haut. Et ce qui est plus inquiétant, c'est que ces chiffres, en termes de prospective, pourraient monter en fait. En 2050, on peut s'attendre à un triplement en fait, des chiffres que je viens de mentionner. Et ça, c'est le contexte global. Mais quand on regarde d'où ça vient, en fait, pourquoi c'est coûteux au niveau environnemental de faire du numérique, de faire de l'électronique. Moi, je bosse chez Fairphone, donc ce que je vais vous dire, ça me touche encore plus. Et c'est pourquoi on existe d'ailleurs. D'où ça vient? À peu près entre 80 et 85%, ça vient de la fabrication des appareils, quels qu'ils soient. Donc les tablettes, les ordinateurs, les téléphones. Et le reste... Chiffre exact, je crois que c'est 16%, ça vient de tout ce qui est réseau, data center, etc.
Donc une grosse partie, c'est la fabrication des appareils. On va y revenir dans la discussion. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la clé pour être plus responsable, c'est de faire durer vos appareils. C'est pas d'acheter un Fairphone, c'est de garder le téléphone que vous avez déjà. Et potentiellement d'acheter un Fairphone après, si jamais vous devez renouveler. Mais l'important, c'est de faire durer ces appareils. Et quand on regarde un peu cette fabrication d'appareils, si je prends l'exemple du smartphone, 75% de l'empreinte carbone, ou même de la globalité des émissions de gaz à effet de serre, ça vient de la fabrication des appareils. Donc l'extractivisme et l'assemblage du téléphone. Pas forcément la fin de vie. Donc l'extractivisme, c'est le fait d'extraire le cobalt, le lithium, l'étain, le tungstène, tous ces métaux qui posent aussi, je t'avais dit que je le ferais, hein, tu m'avais dit ouais, pas sûr, mais là je le fais quand même, j'introduis direct là-dessus parce que ça fait partie aussi de l'ADN de Fairphone. Ce qui est problématique aussi, c'est pas que le côté environnemental, c'est le côté sociétal. C'est l'exploitation des gens qui extraient ces métaux-là. Aujourd'hui, et je m'arrêterai là, évidemment je pourrais en parler plus, aujourd'hui on est dans une politique néocoloniale en fait. Si on parle de l'industrie des smartphones par exemple, on s'appuie sur des gens qui sont loin de chez nous, qui extraient ces métaux-là dans des conditions bien souvent désastreuses. Au pire, je suis sûre qu'ils poseront des questions à la fin pour que tu développes. Donc, effectivement, c'est la fabrication qui coûte en énergie, qui produit énormément de déchets et qui ensuite, c'est mal. Donc, tu disais de faire durer. Alors, comment à Fairphone, vous faites durer vos appareils? Alors, déjà, pour celles et ceux qui ont mon âge, j'ai 46 ans, donc celles et ceux qui avaient un portable il y a une vingtaine d'années, ou pré-AREA, enfin les téléphones qu'on appelle aujourd'hui des dumb phones, mais qui n'étaient pas si dumb que ça finalement. Des choses toutes bêtes, hein, les batteries qui étaient amovibles, qui le sont de moins en moins. Donc on fait des choses qui existaient déjà il y a 20 ans et que le marché capitaliste nous a quelque part enlevées en fait. Donc la réparabilité, la promotion de la réparabilité. Alors nous, chez Fairphone, on a exploité ça à fond. Ma tante Ginette, que je tiens à citer dans chacun de mes talks et interventions, qui habite en Haute-Loire, qui a 86 ans, elle change son téléphone. Enfin, elle répare son téléphone elle-même, elle change l'écran facilement, donc on a essayé de promouvoir la réparabilité. Mais si je sors de l'exemple de Fairphone, l'idée c'est de rendre les téléphones réparables. Parce qu'on ne peut pas imaginer qu'un téléphone robuste va durer. Vous tombez votre téléphone, vous cassez l'écran. Aujourd'hui, le fait de remplacer un écran de téléphone portable, c'est 42% son coût initial. Donc qu'est-ce qu'ils font les gens? Ils achètent un nouveau téléphone. Donc il faut que la réparation soit accessible financièrement et facile techniquement. Et ça, c'est ce qu'on essaye effectivement de faire chez Fairphone. Mais je sors un peu du contexte Fairphone pour ne pas dire qu'il n'y a que Fairphone. Il y a d'autres marques qui font ça. Ça, c'est bien, c'est le côté positif. Je vais citer TerraCube aux États-Unis, qui font un travail, à mon avis, assez remarquable, qui ont aussi des garanties longues. On a une garantie à 5 ans, donc on étend de 3 ans la garantie légale. TerraCube le fait aussi. Ils sont à 4 ans. Une marque française, Crosscall, qui fait aussi des garanties plus étendues. Donc je pense qu'il y a quand même des acteurs qui essayent un peu de démarquer, on va dire, de ce qui se passe ailleurs. Mais le ailleurs est quand même pas forcément super satisfaisant, dans le sens où typiquement le fait qu'il y ait des batteries collées dans les téléphones, moi ça me paraît dingue qu'il y ait des batteries collées, quoi. Il ne vous viendrait pas à l'idée, si vous pensez à votre lampe de poche de quand vous étiez petit, d'avoir une pile qui est collée, quoi. Et on a échoué au fait de faire passer cet amendement sur les batteries collées, d'interdire ça. Je pense que ça passera au bout d'un moment. Et je crois beaucoup, je ne suis pas légaliste, mais je crois quand même à cet aspect légal qui peut entraîner les grands fabricants à être plus responsables de leur fabrication. Alors du coup, tu parles d'aspect légal, donc je rebondis et je vais laisser la parole à Philippe Blaton. Quel est le rôle du légaliste? Est-ce qu'il peut imposer ses bonnes manières, ses bonnes façons de faire aux autres fabricants? S'inscrivant dans vos pas et qu'aujourd'hui on puisse savoir la vraie difficulté, et c'est un peu ce qu'on disait sur la table d'avant, c'est la difficulté qu'on a entre le niveau européen et le niveau français. On avait pris une disposition légale française qui vient d'être tapée par la Commission européenne qui considère qu'on a marché sur ses pieds et qu'on a empiété sur son domaine réservé. Tu parles de l'indice de durabilité? Ouais. Et donc il faut absolument qu'on reprenne ce texte-là. On va le reprendre à la limite jusque là où
domaine à elle, et on va pouvoir utiliser toute la partie qu'elle a laissée. Mais il n'empêche qu'au niveau européen, il va falloir que la Commission se manifeste sur le sujet et puisse avoir une volonté de légiférer. Or, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on arrive dans une période qui va être compliquée pour l'Union européenne pour légiférer, parce qu'on est en élection européenne en juin de cette année, que la Commission et le nouveau Parlement seront en efficacité maximale qu'à partir de novembre de l'année 2024, et donc il ne va rien se passer d'ici novembre 2024, en tout cas pas grand-chose, et donc il va falloir que nous, on puisse prendre le pas au niveau national en attendant que l'Europe avance. Et si l'Europe avance, que l'Europe n'avance pas en laissant les lobbies influer sur le sujet, parce qu'on a bien vu, par exemple, c'est anecdotique, mais le câble USB-C pour tout le monde, quand on regarde comment Apple on a fait un détournement, c'est assez symptomatique de ce qui peut se passer avec la réglementation européenne si on laisse trop les industriels rentrer dans les textes. Mais par rapport à, je me permets, mais l'exemple que tu cites sur l'indice de durabilité, bon, je ne sais pas si tout le monde est au courant, mais il y a un indice de réparabilité qui existe. Hein, vous allez dans chez un vendeur quelconque et vous voulez acheter un téléphone, vous voyez un indice de, je ne sais pas, 0 à 10 si je ne me trompe pas. Donc 0, c'est pas réparable, 10, c'est bien réparable. Et le gouvernement français voulait, dans la loi anti-gaspillage, passer à l'étape au-dessus et faire un indice de durabilité qui intégrait l'indice de réparabilité, mais qui allait plus loin, notamment, qui notait la robustesse du téléphone, tout ça. Bon, cool. Quand même, ce que je dois dire sur le gouvernement français, c'est qu'ils ont intégré des boîtes comme nous. Common, Crosscall, donc des petits acteurs, quelque part, en termes de taille, qui avaient le même poids que les gros. Donc ça, c'est plutôt cool. Et moi, j'ai un avis très clair sur ce que tu dis, Philippe. C'est Philippe ton prénom, je crois. Voilà. C'est qu'il y a eu un fort lobbying au niveau européen, parce que l'indice de durabilité, c'est que sur les smartphones, qui nous retoque, la Commission européenne. Et je pense qu'il y avait une vraie ambition des lobbyistes, des big tech, de réfréner ce truc-là et au moins de gagner 1 an ou 2, donc ça veut dire de déverser des milliers de téléphones sur le marché. Parce que quelque part, je pense que ça va s'aligner, un peu dans la douleur, c'est-à-dire que des gens comme Fairphone, je ne pense pas qu'on sera dans les communications, dans les discussions européennes, même si j'espère y être, alors qu'en France, on y était. Mais moi, je pense que l'ambition des lobbies, c'était justement de gagner du temps, ce qui est quand même assez critiquable. Par contre, c'est vraiment une volonté de gagner du temps de leur part et de pouvoir rentrer dans la définition à venir du texte européen quand il va pouvoir avoir lieu. Donc oui, il y a une vraie question aujourd'hui. J'ai changé le micro. Donc il y a une vraie question aujourd'hui sur jusqu'où le niveau national peut aller, jusqu'où le niveau européen doit aller. Et on voit bien que si on veut avoir une action la plus large possible, c'est au niveau européen que ça doit se faire, mais dans l'absence de lobbying maximal. Et donc il va falloir qu'on puisse avoir une vraie capacité d'influence auprès de la Commission et auprès du Parlement européen. Ça fait partie des ambitions qu'il faut qu'on puisse avoir lors du renouvellement du Parlement et de la Commission de l'année prochaine. Parce qu'on est parti pour 5 ans avec le nouveau Parlement et la nouvelle Commission. Et c'est 5 ans dans lesquels il va falloir qu'on soit sûr qu'il n'y ait pas d'entrisme de la part des grands industriels, notamment chinois et anglo-saxons. Donc tu as des chiffres, la Gaëlle, maintenant tu viens de les sortir, tes chiffres. Alors du coup, je vais essayer de redonner la parole à Gaëlle. Donc faire durer son matériel, c'est bien, mais avec des logiciels libres, on peut le faire. C'est un de tes projets à toi quand tu fais du système d'exploitation qui vont te permettre de maintenir tes téléphones. Ouais, alors je ne vais pas sortir mes chiffres parce que Agnès a déjà tout dit. Mais, je suis sûre qu'il y en a un petit dernier qu'on n'a pas encore dit. Je l'ai comparé. Mais oui, alors juste pour remettre un petit peu le contexte, donc, les smartphones Murena, ils tournent avec le système d'exploitation mobile qu'on développe qui s'appelle EOS. Et à l'origine, et c'est toujours le cœur du projet, je le rappelle, c'est la protection des données personnelles. C'est l'idée que nos données sont nos données et que par défaut, elles devraient rester nos données et pas se faire collecter en permanence par les big tech à des fins XY, mercantiles, etc. et éventuellement d'autres dérives. Voilà. Et il se trouve quand même que le fait de pouvoir maîtriser le système d'exploitation, on s'est aperçu assez vite qu'il y avait des effets de bord positifs qu'on n'avait pas spécialement, je vais être totalement transparent, qu'on n'avait pas forcément imaginé au départ et qui sont extrêmement bénéfiques. Et donc sur la durabilité, sur la sobriété énergétique, donc il y a cette question de la durabilité
Effectivement, 75% de l'impact énergétique, donc enfin, on parle de l'impact carbone, je pense sous-entendu, d'un smartphone, c'est dans sa construction. Ça veut dire que si on double sa durée de vie, on divise grosso modo l'impact énergétique par deux. Donc à partir de là, les fabricants traditionnels, que vous connaissez tous, ils considèrent qu'un smartphone doit durer 3 ans. C'est-à-dire que pendant 3 ans, ils vont vous fournir des mises à jour du système, un peu fonctionnel, un peu de patch de sécurité, et puis après, débrouillez-vous. Donc, en même temps, ça tombe pas trop mal, parce qu'en général, au bout de 3 ans, c'est le moment où la batterie commence à montrer des signes de faiblesse. Donc, c'est le moment de changer de smartphone, très clairement. Je veux dire, c'est un système qui est bien rodé. Donc, nous, comme on a la maîtrise du système d'exploitation, on peut permettre, je dis nous, c'est EOS, mais on n'est pas les seuls. Nous, on a un focus protection des données personnelles, etc. Il y a d'autres systèmes qui le font également. On peut permettre à ces matériels de durer plus longtemps. Quand je dis plus longtemps, c'est beaucoup plus longtemps. Par exemple, aujourd'hui, on supporte 200 modèles à peu près de smartphones sur iOS. Les plus anciens, ils ont 10 ans. Vous prenez du S4 mini, par exemple, ils ont 10 ans. Ils sont sortis en 2013. C'est des téléphones qui tournent encore avec des processeurs 32 bits. Alors, ça commence à poser problème parce qu'il y a plein d'applications maintenant qui sont 64 bits par défaut, etc. Donc ça, c'est un autre problème. Mais on n'y peut pas grand-chose. Donc, même le Fairphone 2, qui n'est plus supporté par Fairphone depuis mars ou avril. Mars 2023. On a fait 7 ans et quelques quand même. Hein. Donc, voilà, et donc si vous allez sur Fairphone, ils vous expliqueront ça sur leur site et ils vous diront que le seul moyen pour continuer à le faire vivre, c'est d'installer un système comme EOS. Et c'est cool. Bravo. Et ce qui est bien avec le Fairphone 2, c'est qu'en plus, on peut changer la batterie. Donc, il peut continuer à... Et puis plein d'autres trucs que vous pouvez changer. Et après, ce que tu dis, Gaëlle, vous avez fait ça, effectivement, iOS, Lineage Edge, d'autres OS, mais c'était aussi basé sur le fait que c'était facile d'installer un OS alternatif. Il y a plein de constructeurs qui ne vous permettent pas de faire ça. On parle de bootloader locké, quoi. Vous ne pouvez pas unlocker. Ça, c'est des vrais soucis. Quand je dis aux gens, quand les gens me demandent c'est quoi les critères pour acheter un téléphone, je dis vérifie ton bootloader. Alors c'est compliqué, c'est des informations qui ne sont pas faciles à trouver souvent, mais c'est essentiel, sinon vous ne pouvez pas installer des trucs comme i. Donc maintenant, j'ai des amis qui vont regarder sur Lineage Edge, sur i, si le système est disponible pour leur device qui veut l'acheter. Et je conseille à toutes et tous de faire de même. J'ai aussi cru comprendre que si votre système d'exploitation fonctionne aussi bien, c'est qu'il est épuré de tous les trackers et de tous les envois de données qui sont faits sous Android. Oui, tout à fait. Alors, sans rentrer trop dans les détails, mais Android, qui a quand même l'avantage d'être un logiciel libre, donc on peut utiliser et modifier pour en faire un autre système. Il est bourré de fonctionnalités logicielles qui envoient des données chez Google à tous les étages, y compris dans les couches basses, DNS par défaut, serveur NTP, etc. Enfin, et puis évidemment purement dans les couches, et puis ça vous pompe toutes vos données. Et donc nous on nettoie tout ça, donc par défaut. Alors des fois on a des petites mauvaises surprises, mais on essaie de les corriger. On envoie vraiment zéro data, en tout cas zéro données personnelles chez Google dans iOS. Ça c'est un peu le cœur de notre projet au départ. Et le deuxième point, c'est qu'on a assez vite commencé à travailler aussi sur la partie pisteur. Donc les pisteurs, c'est comme des cookies. C'est-à-dire ça permet de pister les gens dans leurs usages, de voir, voilà, lui il était sur tel site, il allait là, il a pu acheter ça, donc on va essayer d'optimiser plein de choses. Et ça existe aussi dans les applications mobiles. Et donc, dans les applications mobiles, vous avez des pisteurs qui passent leur temps à envoyer vos usages à non seulement l'éditeur de l'application, mais aussi plein d'autres organismes autour qui sont intéressés de connaître vos usages applicatifs. Et donc, nous, on propose aux utilisateurs de couper tous ces pisteurs. Et d'ailleurs, un effet de bord de ça, c'est que ça coupe aussi toutes les pubs, parce que souvent, c'est les mêmes technologies qui sont utilisées. Donc, effectivement, c'est assez... ça rend un usage assez épuré, assez zen finalement, un truc qu'on avait un peu oublié, en particulier ceux qui utilisent des téléphones Android du marché. Donc on retombe vraiment dans le
cœur, l'essence même d'un usage normal et voilà, non pollué par toutes sortes de publicités et de pistage. Et puis il y a un effet de bord évidemment, c'est que quand on commence à couper tous les pisteurs, au final, et quand je dis couper les pisteurs, c'est considérable, hein, c'est des centaines de milliers de pisteurs par mois qui sont coupés. Personnellement, j'ai été super étonné que ça soit à un tel niveau. Et donc quand on coupe les pisteurs, ça fait des accès réseau en moins, et donc l'effet de bord, c'est qu'en théorie, on ne l'a pas mesuré, mais on a aussi une petite économie d'énergie qui doit être bénéfique sur cet aspect-là. Merci Gaëlle. Mais il me semble que je t'ai présenté comme responsable de la longévité de Fairphone. Alors qu'est-ce que vous faites à Fairphone pour faire durer vos téléphones? Alors pas 2 ans, pas 3 ans, mais 5, 6, 7? Ouais, le dernier, on promet 10 ans de support logiciel. Comment on fait? Je l'ai dit, hein, il y a la réparabilité matérielle. Et après, au niveau logiciel, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye de faire en sorte que les composants électroniques qui sont dans le téléphone puissent durer au niveau logiciel. Idéalement parlant, on veut contractualiser avec ces fabricants de composants les plus longs contrats possibles. Et quand ce n'est pas possible, c'est nous qui prenons la main, entre guillemets. Donc, que ce soit le fabricant de puces ou le fingerprint sensor ou ce genre de choses. Donc, ça veut dire qu'on s'engage à faire des upgrades Android. Donc, on est sur une stack Android. Vous pouvez aussi prendre un Fairphone qui a i préinstallé, mais historiquement, on était vraiment à délivrer uniquement de l'Android. Et donc, l'idée, c'est d'arriver à faire durer ces téléphones, donc à faire plein de mises à jour Android, plein d'upgrades Android. Donc, sur le Fairphone 2, il est sorti avec Android 5, on a fait Android 6, on a perdu le support de la puce principale, le fabricant du chipset, quoi. On a quand même fait Android 7, Android 9, Android 10. Et comme l'a dit Gaëlle, une fois qu'on a arrêté Android 10, il y a même la communauté qui a continué et qui a fait Android 11. Et il y a même Android 12 qui doit être pas loin. Donc voilà, ce qu'on fait, c'est ces upgrades Android dans le temps. Et concrètement possible, ça veut dire plein on va dire de briques logicielles à rajouter là où on n'a pas le support des fabricants. Quand on l'a pas, on essaie de l'avoir, c'est quand même le meilleur des cas pour nous. Et demain à 10h30, je vous invite à aller voir aussi le talk d'un de mes collègues qui s'appelle Lucas Ouess. Au moins, il va reconnaître quand je parle en français de son prénom. Il ne parle pas français, mais... Donc Lucas qui est là-bas et qui va parler demain de mainlining kernel. Parce que le kernel, le noyau Linux, fait partie d'Android. Et c'est aussi une source d'obsolescence. C'est-à-dire que ce qui tourne dans votre téléphone, le noyau Linux qui tourne dans votre téléphone, ce n'est pas le kernel.org, ce n'est pas le Linux upstream. Et donc, le jour où vous voulez faire une mise à jour Android et que vous voulez potentiellement changer le kernel, ça ne se passe pas facilement. Ça se passerait plus facilement si vous aviez un upstream kernel qui tournait dans votre téléphone. Et pour ce faire, il faut arriver à pousser un maximum, faire du mainlining kernel, arriver à pousser un maximum toutes les différences qu'il peut y avoir entre votre version du noyau qui tourne là et l'upstream. Je n'irai pas plus loin. Lucas va en parler demain pendant 50 minutes à 10h30. Mais ça, c'est concrètement beaucoup de jobs, etc. Alors, beaucoup de jobs. Moi, mon équipe, celle que je gère effectivement, là, on est 6. Fairphone, c'est 140 employés, donc ça reste une petite boîte. Et on est 6 à être les mainteneurs, à faire ces upgrades Android dans le temps. Donc, Lucas, il est vraiment spécialiste du noyau. Il y a d'autres personnes qui ont plus de spécialité sur la partie graphique, etc. Mais voilà, on essaye de trouver des workarounds quand on n'arrive pas à avoir les supports requis des fabricants de composants. Mais l'objectif, c'est vraiment déjà de changer la manière dont on intègre les composants, lesquels on choisit. Évidemment qu'on va choisir des composants qui ont une durée de vie plus longue. Parfois, ça ne marche pas. On a eu un gros souci sur le fingerprint sensor du Fairphone 3 qui est sorti il y a 5 ans, enfin 4 ans et demi, mais quand même, on veut le faire durer cet appareil. Et le fingerprint sensor, le fabricant de fingerprint sensor a lâché le support et on a vraiment galéré là-dessus. Bref, donc parfois c'est galère. Mais l'objectif, c'est de montrer à l'industrie qu'il y a un chemin possible pour hacker le truc, hacker la norme et faire en sorte de faire durer vos appareils. Voilà, pour répondre rapidement. Du coup, je reviens vers Philippe qui est occupé avec un bénévole. Donc, je vais un peu meubler la conversation le temps qu'il me réécoute.
pas de souci. On a parlé de l'indice de réparabilité, durabilité. Est-ce qu'il y a d'autres moyens pour le législateur d'intervenir? Puisque moins de trackers, moins de publicité, c'est génial. Est-ce qu'on ne peut pas imposer ces bonnes mesures aux autres? J'avais entendu parler d'un projet de loi, je reprends mes notes, hein, d'un projet de loi où les lobbying avaient été extrêmement agressifs avec les députés. Tu pourrais nous en toucher deux mots ou tu as eu la chance de ne pas être embêté?
au matériel. Ça va être exponentiel parce qu'il y aura de l'IoT dans tous les coins, parce qu'on va vouloir faire de l'intelligence artificielle et qu'il faut des puissances de calcul importantes. Donc il y a quelque chose de pas bien, qui est le fait qu'on va devoir beaucoup changer les puces, et donc on va avoir un renouvellement de matériel important. Donc et les puces, quand on les construit, ça coûte beaucoup, ça coûte très cher en métaux rares, ça coûte très cher en eau. C'est très très consommateur en eau. Bon, le gros avantage, c'est qu'on arrive maintenant à faire des gravures de plus en plus fines, donc la consommation individuelle des puces a plutôt tendance à baisser. Et puis surtout, il y a des pratiques, et je reviens sur ce qui a été dit pour le téléphone, c'est valable aussi pour le cloud. Il y a des boîtes qui aujourd'hui, notamment des boîtes françaises, je vais en citer une parce que je l'aime beaucoup, qui s'appelle Carnot, qui fait du calcul décentralisé, donc qui utilise en plus la chaleur fatale de ces calculateurs pour les mettre dans des radiateurs ou pour les mettre dans des chaudières pour chauffer soit des immeubles, soit chauffer des piscines. Et ils ont aujourd'hui un marché qui est beaucoup plus important dans les pays de Scandinavie qu'en France. Alors que c'est une boîte française. Il faudrait qu'on ait aussi la capacité à entraîner tout le monde. Il faut qu'on arrive à montrer des exemples. Vous êtes des bons exemples sur la partie des smartphones, sur la partie du calcul. Il faut qu'on arrive à montrer que ces boîtes-là sont en capacité de faire des choses intéressantes. C'est du calcul décentralisé, à la demande, qui permet de doper des puissances de calcul ponctuellement et qui permet en plus de chauffer des logements collectifs ou des équipements collectifs. Profitons-en. C'est toujours mieux de ne pas consommer cette énergie, mais si on en a besoin, autant qu'elle serve à quelque chose. Et dans l'état actuel des choses, on a besoin de ces économies-là. Ce n'est pas simplement des économies en argent sonnant et trébuchant, ce sont des économies en émissions de gaz à effet de serre. Donc il faut absolument qu'on arrive à changer les choses et que les collectivités, notamment sur ces équipements-là, puissent se dire que ça peut faire quelque chose de bien pour le territoire, parce qu'il y a aussi de la maintenance, et la maintenance, ce sont des emplois. Il y a aussi un certain nombre de choses qui sont induites sur les territoires qui sont positives. Alors moi, mon mot de la fin, ce serait plus de dire, là on parle beaucoup, l'intitulé c'était sobriété énergétique. On a beaucoup parlé de solutions technologiques, je vous ai parlé de Fairphone, etc. Mais en fait, le truc, c'est d'arriver aussi à un techno-discernement. On est tous des gens qui bossent dans la technique aujourd'hui, et je pense qu'en tant que technicien et technicienne, le premier rôle qu'on a à faire, c'est de faire un pas de côté sur la technique. Et parfois, la technique, elle ne va pas sauver le monde. Il n'y a pas longtemps, il y a quelqu'un qui est dans la salle là, qui m'avait invité à faire une keynote pour l'éducation nationale avec des délégués du numérique, tout ça. La fin de ma keynote, c'était mettez des profs, mettez du chauffage dans les écoles, pas forcément des tablettes à gogo. Malheureusement, mettre une tablette, ça fait lire, alors que mettre du chauffage, tout le monde s'en fout. Mais je suis entièrement d'accord avec toi. On a commencé 10 minutes en retard, ça veut dire qu'on a 10 minutes de plus pour les questions ou pas? Moi, je négocie, hein, donc il n'y a pas de conférence après. Il n'y a personne qui me dit non. Donc, je vous propose de passer aux questions du public, s'il y a un micro qui peut circuler. Voilà. J'ai plein de mains levées. Je ne suis pas sûre parce que j'ai la lumière en pleine figure et du coup, j'ai l'impression de bronzer. Mais si, j'en vois une là et j'en vois une là-bas. Ah, et bah, du coup, nous voilà un micro supplémentaire et c'est le tien encore, t'as vu? Essaye encore. Tu peux le faire. C'est pas grave, on va meubler, hein, on va continuer à meubler. Non, ce n'était pas un complot contre toi, on n'a pas essayé de te faire taire. Ah, ça fonctionne. Allô, allô. Ah, c'est bon, c'est bon. Très bonne question. Il a l'air durable parce qu'il est bien cabossé. Et c'est un Shure SM58, donc ça, je sais que c'est du solide. Non, mais probablement, mais après c'est vrai, c'est un bon point.
Et ça veut dire aussi que ça veut dire qu'il faut garder son téléphone plus longtemps. Acheter un reconditionné, de toute façon, ils sont là. Je veux dire, il y a des millions, des dizaines, des centaines de millions de téléphones aujourd'hui qui sont dans la nature et qui ne servent plus, qui sont dans un fond de tiroir. Il suffirait de changer la batterie, de le reconditionner peut-être en le nettoyant, etc. Donc, autant qu'ils servent. Mais oui, in fine, ce n'est pas forcément un modèle, le reconditionnement. Par contre, la durabilité, ça l'est. Que le téléphone qu'il dure le plus longtemps possible et que les gens arrêtent de le changer à tire-larigot. Oui, le micro marche, c'est bien. Vous parliez donc, du coup de faire un pas de côté sur la technique. Du coup, moi j'ai une question pour l'ex-candidat à Debout la France et qui a dénoncé les prières de rue en faisant les choux gras de l'extrême droitosphère. Donc bon, voilà, comme a dit Stéphane Bortsmayer, prise de parole publique, critique publique. Donc vous soutenez la vidéosurveillance algorithmique pour les JO, les logiciels BriefCam utilisés par les forces de l'ordre. La question, c'est est-ce que ce n'est pas incohérent avec votre discours sur la sobriété numérique et énergétique ? Je prends la critique publique et je réponds à la critique publique, il n'y a pas de souci. On pourra, si la réponse ne vous satisfait pas, en rediscuter après. Je n'ai pas de tabou sur le sujet. Sur les Jeux Olympiques, oui, j'ai soutenu la vidéosurveillance. Alors, ce que vous appelez la vidéosurveillance, qui est de la vidéoprotection, en termes légaux. Ça s'appelle la vidéoprotection. Ça a été... Ouais, vous pouvez le dire et vous pouvez le penser, il n'y a pas de souci. Légalement, ça s'appelle de la vidéoprotection et l'expérimentation qui a été proposée au moment des JO a été validée par le Conseil constitutionnel. Donc il y a quand même aujourd'hui dans notre système de droit un gardien, qui est le Conseil constitutionnel, qui a estimé qu'aujourd'hui nous pouvions faire cette expérimentation, qui est une expérimentation et qui n'est pas quelque chose de pérenne. Qu'on soit d'accord ou pas sur l'utilisation de systèmes d'intelligence artificielle sur le sujet, oui, ça peut poser un problème de sobriété énergétique parce qu'effectivement, ça va consommer de l'électricité et du matériel. Mais la volonté telle qu'elle est aujourd'hui pour être dans le mode de fonctionnement, c'est plutôt d'utiliser les caméras telles qu'elles existent déjà à la ville de Paris sur l'ensemble de la région et de ne pas les changer, et de pouvoir l'utiliser uniquement sur des zones très particulières quand il y en a besoin. C'est d'ailleurs inscrit comme ça dans le texte de loi. Donc oui, mais nous avons aussi une obligation qui est la protection des Jeux Olympiques, et nous avons une difficulté qui est une difficulté humaine. Nous n'avons pas suffisamment aujourd'hui d'agents de sécurité et de policiers pour pouvoir assurer l'intégralité de la sécurité des Jeux Olympiques. La question qui aurait peut-être pu se poser, c'était est-ce qu'il fallait qu'on candidate pour les Jeux Olympiques ? Ben si. Si, c'est une question. Et c'est une question qui est aussi légitime que celle que vous avez posée. Maintenant, nous avons décidé de candidater pour les Jeux Olympiques. Nous avons été reconnus comme étant capables d'organiser les Jeux Olympiques. Nous devons prendre un certain nombre de sécurité pour sécuriser et les parcours, les athlètes, un certain nombre de choses. Il faut qu'on puisse le faire. C'est une expérimentation et on verra bien ce que ça donne. Oui, bon, on sait très bien que les expérimentations... Hein, il y a plein d'exemples qui peuvent nous dire, qui peuvent nous montrer qu'elles perdurent. Et le Conseil constitutionnel, ce n'est pas un argument. On peut dire les mêmes choses sur le Conseil constitutionnel. Hein. Le nombre de fois quelque chose qui a été validé et qui ne tenait pas la route d'un point de vue vie privée. La quadrature, enfin, je pense qu'il y a des gens de la quadrature ici, je ne sais pas, mais il y a des rapports entiers en fait, qui démontrent ça. Donc ça tient. Enfin, vos arguments, je ne suis vraiment pas d'accord là-dessus. C'est pas simplement une question d'argument. C'est aujourd'hui, nous avons un système démocratique avec un Conseil constitutionnel qui est le juge en dernier recours. Nous n'avons pas la possibilité aujourd'hui de critiquer et de dire que le Conseil constitutionnel fait une erreur. On peut estimer qu'il y avait d'autres moyens, mais le Conseil constitutionnel a décidé. Il ne nous appartient pas de pouvoir le critiquer. Si on devait Non, mais il vous appartenait de proposer d'autres solutions que la vidéosurveillance. Bon, mais ce n'est pas tout à fait le sujet. Mais on pourra en discuter. Si le débat était là-dessus... Je vous propose de revenir à la sobriété et de suivre mon conseil. Moi, pendant les JO,
Pour un homme de radio, c'est normal. On a parlé tout à l'heure de la RCP, la redevance copie privée, que les ayants droit essaient d'appliquer aux téléphones reconditionnés. Il y a une taxe qui existe sur les téléphones neufs qui s'appelle la D3E, l'éco-participation électronique, sur lequel il y a de très nombreux critères du montant qui doit être appliqué sur les téléphones. Il se trouve que si un téléphone n'a pas de prise USB, cette taxe s'augmente de 50 centimes d'euros. C'est ce qu'a payé Apple en France. Enfin, c'est plutôt ce que les acheteurs d'iPhone ont payé parce qu'ils n'avaient pas un câble, en plus de payer des câbles spécifiques pour ça. Alors, en France, comme dans d'autres pays, on a un système d'État qui marche très bien, qui lève des taxes. Les taxes, ça ne sert pas uniquement à financer les services publics, ça sert aussi à combattre des comportements qui ne sont pas considérés comme allant dans le sens de la société, ou au contraire, par la réduction de taxes, à aller justement dans le sens qui serait souhaitable pour la société. Pourquoi on n'utilise pas justement la D3E pour pénaliser ceux qui justement réduisent la durée de vie de ces smartphones ou qui entraînent justement des consommables à côté qui ne sont pas normaux? Je viens justement là-dessus sur Fairphone qui a supprimé la prise jack et qui donc oblige à utiliser le Bluetooth. Je veux bien juste réagir parce que le sujet des taxes, on le connaît bien chez Murena parce qu'on vend des téléphones de différentes marques. Et je peux vous dire qu'en France, c'est extrêmement taxé, effectivement. Et par contre, la palme revient de très loin à la copie privée. Hein. La copie privée, la taxe sur la copie privée, c'est absolument scandaleux. C'est une mafia qui est française, hein, parce que dans les autres pays européens, il y a ce genre de taxes également, mais qui sont à des niveaux beaucoup moins élevé. Dans certains pays, il n'y en a même pas. Mais la France, on bat tous les records, mais dans des ordres de grandeur qui sont 10 à 100 fois hein, ce qu'on peut voir dans les autres pays. Donc je pense que là, il y a vraiment un gros sujet. Et j'ai été totalement aussi, moi, révolté quand le texte de loi est passé sur la copie privée sur les smartphones reconditionnés, parce que ça revient à taxer plusieurs fois un même téléphone, ce qui est complètement dingue quand on y croit, juste pour faire plaisir aux ayants droit de Johnny Hallyday, de Jean-Jacques Goldman ou je ne sais qui. Donc c'est vraiment problématique. Pour la taxe, la D3E, je crois qu'elle est vraiment faible en fait. Hein. De mémoire, c'est vraiment peut-être c'est 5 euros. J'avais un montant un petit peu inférieur. Donc je prends le point, je pense qu'il est intéressant, ça pourrait être intéressant à faire passer. Mais on est quand même sur des niveaux de taxes qui sont relativement faibles et qui derrière normalement financent du recyclage, etc., etc. Donc je ne sais pas si on pourrait inclure ça dedans. Moi je serais plutôt pour transformer la taxe sur la copie privée justement. Ouais, alors la prise jack du Fairphone, des derniers Fairphone, c'est souvent la question qu'on a tout le temps en fin de conférence. On a essayé de faire des coms dessus. C'est ultra compliqué de faire. Et d'ailleurs, là-dessus, on ne dit pas qu'on a été complètement bon sur le choix technologique là-dessus. Mais en gros, à chaque fois qu'on fait un nouveau design de la modularité du téléphone, on se demande ce qu'on va assembler ensemble. Les 10 modules du Fairphone 5, à chaque fois, on réitère qu'est-ce qu'on met ensemble, qu'est-ce qu'on ne met pas ensemble. Le port USB-C, typiquement, on l'a enlevé du bottom module du Fairphone 5. Ça a pris du temps parce qu'on s'est rendu compte que bah oui, ça brise beaucoup et que du coup, c'était bien de le séparer. Et la prise jack, on a décidé de ne pas la mettre à partir du Fairphone 4 parce qu'effectivement, c'était un élément qui était dans nos datas internes sur la cassure, la résistance du téléphone, qui pouvait justifier des pertes d'années sur la robustesse. Le problème qu'on a fait, marketingment parlant, commercialement parlant, c'est que quand on a enlevé cette prise jack, là, on a sorti aussi des écouteurs en Bluetooth, ce qui était une vraie connerie, parce qu'au final, les gens ont pu se dire, ouais, bah super, les gars de Fairphone, ils enlèvent les filles, ils enlèvent la prise jack et en plus, ils sortent des écouteurs. Donc ça, c'était une connerie, typiquement. Voilà. Après, il y aura peut-être des prises jack qui réapparaîtront peut-être sur nos téléphones si on arrive à garder quand même une certaine finesse. On nous reproche beaucoup d'être une brique. Hein. Regardez un Fairphone, le 5, ça va mieux, mais le 4, il est gros quand même. Donc après, voilà, c'est des choix qu'on fait. Il y a plein d'erreurs. Vous essayez encore la prise jack du Fairphone 4. Ça va à peu près. Le Fairphone 2, il y a énormément de problèmes de conception technique. Ça nous coûte encore. Hein. Beaucoup de problèmes. Des gens qui disent oui, mais ça ne marche pas le Fairphone à cause de problèmes de conception sur le Fairphone 2. On avait essayé de ne pas mettre de vis sur le plug écran, typiquement.
Donc vous pouvez enlever votre écran. Il y en a qui ont des Fairphone 2 dans la salle, je crois. Bah, ça, c'était une connerie sur le long terme parce que du coup, il y avait un jeu qui se crée au niveau des plugs qui n'étaient pas vissés et voilà, ça n'allait pas dans le sens de la durabilité. Donc de toute façon, on n'est pas exempt de design technologique, quoi. Un, deux, ouais, c'est bon. Moi, pour continuer sur le Fairphone, j'ai un truc qui m'a beaucoup déçu après le 2, c'est la disparition de la radio. Parce qu'au lieu de consommer de la data, la FM, elle y est tout le temps, enfin, voilà, ça consomme rien. Deuxième truc, c'est au niveau des assembleurs. Comment un assembleur qui fait durer ses téléphones plus longtemps fait pour gagner de l'argent? Et deuxième question, Fairphone, moi j'ai quand même remarqué, j'ai vérifié à l'instant sur Internet, en 4 ans, vous avez sorti 4 modèles. Alors non, c'est pas vrai, on en sort tous les 2 ans. Non, j'ai regardé les dates de sortie. On peut regarder le site ensemble. Le Fairphone 3 est sorti en 2019. On a sorti la caméra. Ce que je n'ai pas dit, c'est que oui, c'est réparable, mais en plus, on sort parfois des modules nouveaux de caméra. Donc le Fairphone 3 Plus, c'est une nouvelle caméra. En 2020. Bah oui, mais c'est une nouvelle caméra, c'est un nouveau module, c'est pour le éviter 4 que les gens en 2021 et le 5 en 2023. Le Fairphone 3 en 2019, le Fairphone 4 en 2021, le Fairphone 5 en 2023, tous les 2 ans. D'accord? Et les autres marques qui existent, elles sont à 7 à 9 mois. Mais pourquoi ça fait toujours délirer quand on attaque Fairphone, passer la même énergie à attaquer les autres. D'accord? Et le module supplémentaire du Fairphone 3 Plus, que vous avez cité en 2020, c'est le module de la caméra du Fairphone 3, parce qu'on ne veut pas que les gens ils achètent le téléphone intégral, on veut qu'ils achètent potentiellement une caméra pour celles et ceux qui sont accros aux caméras, quoi. Ça arrive, quoi. Donc vous aviez juste à changer la caméra plutôt que d'acheter tout le téléphone. Et pourquoi pas avoir continué dans ce principe-là? Et le 3 était le module de cette caméra était disponible pour le 3. Vous n'étiez pas incité à racheter le 3 Plus, quoi, du tout. Au contraire. Dans toute la com qu'on a faite, c'était le fait de dire ne rachetez pas un téléphone, rachetez juste la caméra si jamais vous êtes vigilant sur la partie caméra, quoi. Non, là-dessus, je réagis tout le temps vite parce que c'est... Enfin, après, au niveau marketing, je l'ai dit, on peut faire des conneries, comme ces écouteurs qu'on a sortis en même temps que la disparition de la prise jack, ça c'est vrai. Il faut savoir qu'on n'avait pas de département marketing jusqu'à il n'y a pas longtemps parce qu'on pensait que ça ne servait à rien. Au final, je pense qu'on se plante sur des choses. Mais non, je regrette. Sortir des téléphones tous les 2 ans, c'est pas du tout dans les normes du marché. C'est une connerie, votre truc de 4 ans. Et on prend le site ensemble et on décortique quand vous voulez, maintenant, si vous voulez. Tu n'es pas obligé d'acheter le nouveau téléphone qui sort à chaque fois. Tu es libre, tu fais ce que tu veux. Non, on le dit tout le temps. Enfin, je veux dire, c'est ce qu'on... Il y a un très bon exemple dans le domaine industriel qui est Seb. Seb a construit sa notoriété sur le fait que ses cocottes minutes pouvaient être réparées et avaient une durée de vie très très longue. Et ça a très bien marché. Et c'est aujourd'hui une société qui continue dans sa logique de pouvoir produire des pièces. Et ils l'ont fait pas simplement sur la cocotte minute, mais sur l'ensemble des produits, y compris des produits de petits électroménagers, sur lesquels on peut avoir des pièces qui sont pendant 20, 30, 40 ans. Ils ont même mis les plans pour que des personnes puissent éventuellement imprimer avec des imprimantes les pièces si jamais ils n'arrivent pas à les retrouver dans un magasin, en des imprimantes 3D. Et pourtant, ils gagnent de l'argent et ils continuent à croître. Et ils ont une éthique qui fait qu'ils vont continuer à le faire sous cette forme-là. Donc je pense qu'il y a un modèle là aussi à pouvoir trouver pour les matériels informatiques et électroniques de durabilité, de remplacement des pièces dès qu'on en a besoin, mais du coup aussi de trouver, parce qu'il y a une notoriété, parce qu'il y a quelque chose qui fonctionne bien, un cycle vertueux qui permet de pouvoir s'étendre sur autre chose. Peut-être que la prochaine... ça ne sera pas simplement que des téléphones, ça pourrait être des ordinateurs portables ou des tablettes, ou je ne sais pas ce qui pourrait se faire, mais il pourrait y avoir une logique de marketing et industriel qui soit de bon. En tout cas, on l'espère. Et les assembleurs, pour répondre à votre question, les assembleurs, ils n'ont aucun... Il n'y a aucune différence si c'est Fairphone qui leur achète un bench de production d'assemblage tous les ans, ou si c'est Sony, etc. Ils marchent au batch d'assemblage. Donc en fait, c'est le fabricant qui prend le risque de dire je fais du long terme ou pas. L'assembleur, il s'en fout un peu. Même les plus gros. Hein. Donc après,
évidemment qui vont être friands d'avoir des marques qui leur commandent des benches d'assemblage nouveaux tous les 6 mois. C'est pas eux qui bloquent hein, dans la chaîne d'approvisionnement de construction des téléphones. Ce qui bloque, c'est le fabricant, c'est les fabricants de composants. On parlait des puces tout à l'heure. Il n'y a pas que les puces, il y en a d'autres, mais effectivement, les puces, c'est un problème. Pourquoi Pixel a choisi de faire son propre processeur, sa propre puce? Pourquoi Apple devient de plus en plus autonome là-dessus? Parce qu'ils ne veulent plus être dépendants de ces fabricants-là. Donc, ce n'est pas vraiment les assembleurs le problème. À la rigueur, je ne dis pas qu'ils sont aidants, hein. Je dis juste qu'ils n'ont pas forcément cet engagement sur le long terme comme les fabricants de composants. Merci. Je pense qu'on va malheureusement... les réponses sont un peu longues, donc la bière a commencé à être servie, donc elle va refroidir.